Aviv, on commence avec vous. Votre œuvre tourne autour des langues, des traductions, de la transmission, mais aussi de la perte, on va le voir. Dans Des mots qui restent, il y a 6 personnes qui évoquent le souvenir des langues qui ont bercé leur enfance, des parlers judéo-espagnols ou judéo-arabes, mais aussi judéo-persans. On regarde la bande-annonce. Il y avait cette autre langue qu'elle ne nommait jamais, qui n'était jamais nommée, et qu'elle parlait au téléphone avec certaines personnes de la famille. Et moi, j'écoutais aux portes, curieuse. En casa siempre se habló jaquetía. La jaquetía, la lengua judeo-española del norte de Marruecos. En arrivant en Algérie, je me suis aperçu qu'en définitive, nous parlions une langue tout à fait singulière, qui était le judéo-libyen, qui est une variante de judéo-arabe, mais qui contenait beaucoup de mots qui n'étaient pas arabes. À l'époque, on disait l'arabe, ou les musulmans disaient l'arabe des juifs. Voilà. Et les juifs avaient l'habitude de dire notre arabe, l'arabia dielna, notre arabe. En fait, c'est une variété d'arabe et qu'on écrit avec des lettres hébraïques. חלק מהמילים הבנתי בקלות, וחלק מהמילים הפכו להיות משהו שדומה לקמע. سارده کشر کردم نانا تو دوست نداری؟ Voilà donc, Nourit Aviv, commençons par moi une langue que j'ai découverte, parce que dans cette émission, on a déjà bien entendu parler des langues judéo-arabes, judéo-berbères, mais le haketiya, c'est donc quoi? C'est une langue judéo-espagnole parlée par qui? Par les Juifs au nord du Maroc. Et en fait, les Juifs étaient expulsés en 1492, ils se sont éparpillés, ils sont allés partout. Et on connaît surtout le judéo-espagnol depuis Balkan, mais une partie est allée au Maroc. Oui. Et ils ont une partie du nord du Maroc, ils ont gardé une langue qui s'appelle haketiya. Donc la langue s'est transmise même à travers l'exil. Vous avez cité les Balkans. Les gens le parlent, les plus âgés le parlent encore aujourd'hui? Mais Lynn Amsalem, qui n'est pas âgée, elle parle, c'est sa langue maternelle. Oui. Elle a parlé à Paris avec ses parents, la haketiya. Elle la défend vraiment. Hein. Et elle la défend vraiment. Après le yiddish, pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à ces langues de la Méditerranée? Là, le yiddish, c'est justement un autre film. Hein. Oui, c'est ça, on en parlera tout à l'heure. Il n'est pas dans ce film. Non, mais vous avez commencé par yiddish. Oui. Et vous vous êtes ensuite intéressé à ces langues plutôt méditerranéennes et non pas d'Europe centrale. Qu'est-ce qui vous a plu? Pourquoi vous avez voulu nous montrer ces langues de Méditerranée? C'est un peu la suite des yiddish, parce que le yiddish, vous savez, c'est une langue germanique qui s'écrit en lettres hébraïques. Et en fait, il y a des dizaines de langues qui se sont écrites à un moment donné dans l'histoire, des dizaines, vraiment. Il y a les judo, même les judo français, les judo en lettres hébraïques. C'est un peu vu à la lettre que je me dis, bon, je vais m'intéresser à ces autres langues, ou une petite partie de ces autres langues. C'est ça qui est fascinant, c'est qu'en fait, ces langues, elles sont toutes différentes les unes des autres, mais elles ont un trait commun. Vous l'avez dit, elles ont été écrites en lettres hébraïques. C'est ça. Quelle est la différence entre... Et il y a de l'hébreu aussi, un peu. Il y a un peu d'hébreu, plus ou moins dans chacune dedans. C'est quoi la différence entre l'hébreu et les lettres hébraïques au niveau il y a un alphabet il y a un alphabet hébraïque, oui. Oui, bien sûr. Alors je sais que vous m'avez dit avant cette émission, il ne faut pas tout dire, mais je vais le dire parce qu'il est quand même connu du grand public, c'est le grand pédiatre Aldo Naouri. Il est né à Benghazi en Libye. Oui. Sa famille parlait le judéo-libyen. Et il y a une petite anecdote qui est savoureuse, c'est que il y a parfois des faux amis entre les langues. Et sa mère lui dit d'aller chercher une qala'a, c'est comme ça qu'on prononce. Abdelataya, je parle sous votre contrôle. Chez vous, au Maroc notamment, c'est la bouteille. C'est la bouteille. C'est la bouteille, sauf que là, la dame au magasin lui donne une bouteille, mais c'est pas vraiment une bouteille dans la langue judéo-libyenne. C'est une courgette. Une courgette. Bon, voilà. Il va chercher une courgette et il revient avec la bouteille. Parce que la mère était en Algérie. Ils étaient expulsés de Libye en Algérie pendant la guerre. Et elle a continué à parler son judéo-libyen toute sa vie. Ouais. Mais bon, c'est les faux amis, comme vous dites. C'est les mêmes mots, c'est la même prononciation, mais
Ça veut dire des choses différentes. Si vous faites ces films, vous y êtes venu par la lettre, vous l'avez dit, hébraïque. Dans ces cas-là. Voilà, mais c'est vrai qu'aussi ce qui transparaît dans votre documentaire, c'est le danger qui pèse sur ces langues, comme de nombreuses langues à travers le monde, qui risquent tout simplement de disparaître. Sont en train et qui de disparaissent disparaître. aujourd'hui. Comment elles ont résisté, ces langues, au fond? Mais tant que les Juifs étaient partout, ils parlaient dans les quartiers. Parfois, c'était très proche. Hein, les quartiers, par exemple, les judo-arabes, ils ressemblent aux judo-arabes de pays. Hein. Mais parfois, pas. Par exemple, j'ai appris qu'à Bagdad, il y avait un judéo-bagdadien. Bagdadien, pas irakien, bagdadien. Pas, non, parce qu'à Basra, c'était pas pareil. D'accord. Et qui était différent de celui du musulman. Et puis, il y a aussi que, vous savez, à Saloniki, tous les Juifs étaient exterminés. Donc, les judo, il reste des gens dans le monde, mais il reste pas beaucoup. Ouais, et bien entendu, on découvre l'attachement, l'enfance aussi, hein, Aldona Ouri et bien d'autres qui racontent aussi comment ils se sont appropriés après cette langue. Abdelataïa, une réaction peut-être sur ces langues judéo-berbères, judéo-arabes, judéo-espagnoles. On parlera tout à l'heure du yiddish. En quoi est-ce important aujourd'hui, en 2022, de défendre ces langues minoritaires? Parce qu'ils portent une mémoire très importante, des êtres humains qui sont encore là, vivants, et on ne va pas condamner ces gens-là à la mort, parce que simplement ils sont plus âgés que les autres. Ouais, d'ailleurs, vous dites mémoire, et je crois que Haketia, on se demandait quelle était la racine, mais ça pourrait venir, selon vous, de l'arabe. Moi, ce que j'entends, voilà, Hekaya, l'histoire, le Haki, le raconteur, le narrateur, Kehki, voilà, il raconte. Et quand on raconte, il y a forcément... C'est ce que je reconnais en tout cas dans ce mot-là. Ouais. Alors, Yiddish maintenant, donc, c'est ce que vous aviez réalisé avant le documentaire dont on vient de parler. Regardez. אותה שפה של סבתא, שדיברה 7 שפות, היא דיברה עברית מצוין, היא עוד למדה עברית באירופה. אבל המבטא שלה נחשב אצלנו בבית כמבטא יידי. וזה הכיל בתוכו גם הערכה של לעג. Und gefunden, also herum an Neufen einzuschließen. Das heißt, die jiddische Rusche das heißt, in der polnischen Kultur. Zu entdecken, eine Literatur, was hat nicht keine Erwartungen, was geht über die Erwartungen, was ist eine moderne, eine neue. У нас Moishe Leib wird dem Teut vor sei Moln nicht groi und nicht finster, nor farbenreich schein. Azoi wie rot herumzehn sich bewiesen, dort weit zwischen Himmel und Chvaljes allein. Voilà pour Yiddish. Alors, plus faire la transition, d'abord, si vous deviez comparer les langues judéo-méditerranéennes et le Yiddish. Mais non, c'est plutôt le film. Parce que le film Yiddish, c'est des gens pour qui c'est pas la langue maternelle. C'est des gens qui l'ont rencontré en cours de route. Ouais. Ils sont tombés amoureux, ils sont passionnés de la poésie, des avant-garde entre les deux guerres. Et la plupart ne sont même pas juifs. Hein. Oui, la plupart, c'est vrai, ne sont pas juifs. Il y a une étudiante notamment en Belgique. Oui, beaucoup en viennent Pologne étudier. Et en Vilnius. Pour autant, certains ont entendu cette langue dans leur enfance et ils trouvaient ça assez déroutant. Pas ici. Même... Oui, mais certains l'ont entendu. Je n'ai pas fait ce film-là que tout le monde... Attendez. Mais j'aimerais quand même vous poser une question. Mais on sent juste, pardonnez-moi, qu'il y a parfois comme un malaise autour de cette langue. Il se dit qu'en Israël, elle est parfois perçue avec un certain mépris. Pourquoi est-ce qu'il y a cette chape de plomb sur cette langue, comme s'il fallait la faire taire? Oui, comme si c'était la langue des Juifs honteux et la langue de l'exil et la langue... Bon. Et l'hébreu est devenu... Et du génocide aussi, de celles et ceux qui ont été déportés, exterminés. Mais ce qui est intéressant, que plein de gens sont venus me voir après qu'ils ont vu le film, qu'ils étaient fiers. C'est-à-dire, ils ont retrouvé, ils ont dit la fierté par rapport... Parce qu'ils l'ont vécu toujours comme... Et il y a même un ami qui m'a dit, quand on m'a demandé quelle langue je parle, il a dit, il parle ça, ça et ça, et il n'a jamais nommé cette langue. Il a pensé que ce n'est pas une langue. Et je précise qu'il y a bien entendu les poèmes. On découvre de grands poètes de langue yiddish, notamment d'ailleurs dans des pays qui sont aujourd'hui au cœur de l'actualité, comme l'Ukraine, la Russie, la Lituanie, la Pologne, pour ne citer que. Merci beaucoup, Nurit Aviv, d'être venue nous parler de vos 2 documentaires, sortis, on le rappelle,
Noël le 9 mars prochain. Oui, surtout celui qui est nouveau, c'est des mots qui restent. Des mots qui restent. Parfois, c'est la deuxième génération qui parle même pas la langue et garde en elle les mots qui restent. Voilà, donc des mots qui restent, c'est au cinéma le 9 la semaine prochaine. Merci beaucoup, Nourrit Aviv.